Salut les rôlistes, bonjour, bonsoir, bon après-midi pour ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, on commence une trilogie de podcasts avec le camarade Nico Takian, alias DM Nico, qui a accepté mon invitation. Je le remercie. Salut Nico. Salut à toi, mon cher Kylian, je suis très content d'être là. Eh ben, c'est cool, on va commencer. Alors, peut-être avant de commencer, je vais quand même vous parler de cette trilogie. Le premier numéro, c'est maintenant, là, c'est tout de suite. Nous allons parler de l'appel de Cthulhu. Alors, je ne sais jamais comment le prononcer. Nous aurons peut-être un débat sur la prononciation de Cthulhu. Mais je vais la Attends, il y a, faire. y a pas un truc là-dessus, il me semble que sur les bouquins de jeux des cartes, il y a un guide de prononciation et c'est Cthulhu, c'est C'est l'appel de Cthulhu. exactement. Il y a C'est même ça, hein? Ouais. un Anglais qui a fait sur sa chaîne YouTube toute une analyse pour prouver que c'était Cthulhu. Et que c'était comme ça. Donc, comme c'est un grand ancien, que son nom a été décidé il y a des millénaires, je vais peut-être le charcuter aujourd'hui. Et donc, ce premier podcast, on va parler de l'appel de Cthulhu. Cthulhu, le classique, années 20, celui des années 80, de 1980, la première édition, jusqu'à la 7e édition, dont le settings, l'univers, est orienté traditionnellement dans les années 20, plutôt américaines, mais aussi français ou même international. Ça sera le premier épisode. Le deuxième et le troisième vont parler respectivement à la fois des différents types d'horreur dans le jeu L'Appel de Cthulhu, de l'horreur cosmique à l'horreur spirituelle, le spiritisme, tout un tas de types d'horreur qu'on peut trouver dans ce jeu. Et le dernier numéro, le troisième, sera au sujet de Cthulhu à travers les âges, de la préhistoire jusque dans le futur, et comment on peut traiter ce sujet-là dans le jeu de rôle. Voilà, on va commencer avec un super... on a un agenda hyper timé. Ah oui, c'est On va le ça. respecter à la seconde près. Et peut-être pour qu'on partage tous les deux sur... Alors, pourquoi les années 20? C'est toujours une question que moi je suis posée. Pourquoi les années 20 ont été choisies? Alors, en le regardant un peu partout, il semble qu'au début, ça devait être contemporain, dans les années 80. Et puis que Chaosium m'a dit non, en fait, il faut dépayser les joueurs et les joueuses, et donc on va le faire dans les années 20. Et après, il y en a d'autres qui disent, bah non, parce que Lovecraft a écrit des Hmm, nouvelles plutôt dans les années 20. hmm. Donc, la vérité, je ne sais pas où elle est. Hein. Bah, en tout cas, on est heureux que ça soit dans les années 20 parce que c'est vrai que je trouve que ça donne un cadre qui à la fois est super exotique pour, euh, pour nous autres qui sommes en 2024, mais c'est aussi une période d'entre-deux-guerres qui est pleine d'opportunités, peut-être plus que la période victorienne, mais il y a Cthulhu victorien aussi, bien entendu, mais les années 20, on l'associe souvent à ce souffle de renouveau d'après-guerre. Et c'est vrai que dans l'appel de Cthulhu, on a souvent des gens assez libres en fait, hein, les investigateurs. On sont quand même des gens qui sont pas pris par leurs occupations premières, hein, puisqu'ils enquêtent toute la journée. Et je trouve que ça s'y prête bien les années 20. Toutes les dilettantes, toutes les possibilités de voyage. C'est aussi une période charnière pour ça qui permet de beaucoup plus bouger, je pense, que les années précédentes. Ouais, tu as raison. Alors, après, il faut remettre dans le contexte de l'univers, du mythe de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, qui est effectivement, comme tu disais, qu'on joue des investigateurs, c'est un peu le terme consacré, qui vont investiguer, j'aime bien ce terme, et dans le cadre d'un monde qui n'est pas le nôtre, hein, je tiens à préciser, ou peut-être pas, je ne sais pas, où il existe des dieux anciens, des créatures dans un univers spatio-temporel qui peut dépasser l'humanité. Et puis, les investigateurs vont être confrontés à cet indicible, euh, plus ou moins rapidement, ça dépend des scénarios et des thèmes. Et donc, non seulement il y a cet aspect fantastique, et puis il y a l'aspect dépaysement des années 20.
et je te rejoins sur les années 20. Alors moi, j'ai toujours... je pense qu'il y a deux manières, et tu me diras comment toi tu le joues, de jouer les années 20. Il y a l'année 20 historique. Donc voilà, je connais les grandes dates, je sais ce qui s'est passé, on est après la Première Guerre mondiale, et donc il y a des conséquences à ça, et il y a la croissance économique, puis la fin des années 20, c'est la crise de 29, etc. Et puis il y a la méthode, je joue dans les années 20, c'est une période romancée. C'est-à-dire, Mmh. bon, elle existe, elle n'existe pas. De toute manière, je suis dans le milieu de Cthulhu, donc ça n'existe pas vraiment. Et donc, j'en prends ce que je veux. Et puis, l'histoire, en fait, la grande histoire existe plus ou moins. Et toi, tu joues... Alors, moi, ce que je pense du réalisme dans les jeux de rôle, de manière générale. Après, c'est aussi par rapport à, je dirais, mon manque de culture générale, mais euh, même si je connais un petit peu les années 20, pour avoir beaucoup joué à l'appel de, de Cthulhu principalement, hein, parce que c'est pas fait d'études universitaires dessus, j'ai l'impression quand même dans les jeux de rôle, on est toujours par la force des choses un peu approximatif parce que les joueurs nous emmènent toujours très très loin de ce qu'on a préparé. Et alors, si on est super calé en aviation dans les années 20 et que en fait notre groupe s'en fout et veut tout savoir sur la médecine, tout d'un coup, improviser les connaissances en médecine des années 20, c'est compliqué. Donc on est toujours dans l'approximation. Et je trouve que dans les jeux de rôle, il faut se satisfaire de ça. Il faut que ça soit crédible. C'est presque comme dans les romans, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est-à-dire que le but n'est pas de faire un documentaire ou une thèse historique qu'on partagerait avec ses amis dans une soirée, c'est plus de les immerger dans quelque chose de crédible. Et c'est vrai que moi, souvent, j'ai l'impression que je me retrouve à faire sans doute des erreurs de date. Des fois, j'ai des personnages que je croise dans mes parties qui sont en fait pas du tout contemporains à 5 ans près, mais c'est pas très grave tant que ça reste. Donc, je suis beaucoup plus partisan de cette méthode-là que du truc vraiment précis qui est vraiment. Alors, je pense qu'il y a des maîtres de jeu qui sont capables de le faire. Certains sont des spécialistes. Je pense à notre ami d'ailleurs Mathieu de la chaîne Jeux de rôle, qui est un spécialiste de la période et j'imagine qu'il doit pouvoir être beaucoup plus précis sur certaines choses que moi je peux l'être. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Alors, les gammes, quand j'ai revu un peu toutes les gammes, depuis la première édition jusqu'à la V7, la dernière édition, il y a des suppléments qui sont hyper précis. Je me rappelle, c'était dans les années... moi, j'ai commencé dans les années 90, dans les années 90. Il y avait ce supplément Les Années Folles. Mhm. C'est-à-dire, c'était Descartes, je crois, qu'il avait sorti. Et en fait, c'était une liste avec tous les événements, les trucs. Est-ce qu'il y avait le Coca-Cola existe à l'époque? Oui, bien sûr, le Coca-Cola, la radio, la télé, etc. Et en fait, le supplément était juste sur les années 20, en fait, hein, et pas sur le mythe, etc. Et je me rappelle avoir lu ça avec grande passion et me rendre compte que en fait, c'est trop compliqué pour moi, parce que je ne suis pas non plus historien et je trouve pas que narrativement, à l'instant T, si la date ne correspond pas exactement à 6 ans, à 6 mois ou à un an près, c'est peut-être pas grave. Mais c'est aussi un des intérêts, je pense que d'avoir choisi les années 20, c'est riche de plein d'événements et on peut avoir une vision historique de l'appel de Cthulhu. Alors, pour ceux qui aiment, et ça peut être pas mal, j'ai fait il y a pas longtemps Farce Macabre, qui est publié chez Edge. Et là, il y a plein de personnages historiques, une espèce de patchwork d'ailleurs. Et une des joueuses m'avait dit à la fin, bon, en fait, il y a trop de personnages historiques, ça en devient impressionnant. Parce que c'est ça aussi, on rencontre, je veux pas déflorer le sujet, mais on rencontre Agatha Christie, on rencontre Winston Churchill, Laga Khan, etc. Et donc effectivement, ça fait un peu melting pot de personnages historiques qui sont difficiles à jouer pour un MJ, parce que voilà, jouer Winston Churchill, je sais pas faire. Peut-être Mhm. c'est enfin. Ah oui, attends, je vais dire quelque chose, c'est que moi je viens de. Mes joueurs viennent d'arriver en Égypte, au Caire, dans la campagne des masses de Nyarlathotep. Ils viennent d'arriver au Shepard Hotel et ils viennent de croiser Winston Churchill parce que justement j'ai récupéré la backstory
qui avait été très, très bien traité dans Force Majeure et à une partie des personnages. Mais en fait, c'est les caméos comme ça, c'est sympa de les faire passer, sans avoir trop à les incarner. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que faire passer un personnage historique, ça crée quelque chose, parce que tout d'un coup, il y a quand même un effet, waouh! Autour de la table, genre: «Ah, vous avez vu qui c'est?» Par contre, il faut pas le pousser trop loin. Parce que, par exemple, autour de ma table, il y a un jeune homme, qui joue avec moi, qui est très, très calé en histoire et en politique et qui connaît toute la vie de Winston Churchill. Et j'ai compris en 2 mots qu'il a pu dire sur lui, par rapport au fait de croiser ce personnage, qu'il fallait mieux pas que j'aille trop loin trop dans cette voie-là avec lui, tu vois? En tant que maître de jeu, parce que j'allais vite me retrouver dans une situation embarrassante. Donc il n'a fait que passer dans cette salle et on ne le reverra plus, tu vois? Et ça, c'est vrai que je trouve que ça fait partie du plaisir du jeu de rôle aussi, de pouvoir jouer avec l'histoire, de pouvoir faire passer des personnages comme ça, mais il faut le maîtriser et surtout pas vouloir incarner, à 100 sinon ça devient très compliqué, ouais. Mmh. Exactement. Les années 20, j'ai fait un petit calcul. Quand c'est sorti, c'était 1980. Donc, on était à 60 ans des années 20. Donc, potentiellement, on avait encore des personnes nées dans les années 20 qui étaient les grands-parents, peut-être même les parents d'un certain nombre de joueurs. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, je tiens à préciser, c'est plus rare, les personnes nées dans les années 20. Et en plus, c'est des années qui finalement sont très lointaines pour des jeunes joueurs ou joueuses qui ont peut-être 20 ans aujourd'hui, 15-20 ans. C'est un monde qui est loin. Et d'ailleurs, les années 20 pour eux, c'est peut-être maintenant quand on parle des années 20. Et, et donc, Exact. je sais pas si c'est un univers, enfin, c'est un setting qui restera dans le temps comme c'est la référence pour nous. Mais est-ce que restera une référence pour des générations de joueurs à venir? Je sais pas, je me suis posé cette question. Bah, écoute, d'instinct quand même, j'ai l'impression, que la moyenne d'âge du joueur, accro à l'appel de Cthulhu est quand même, nettement, supérieure à celle de la moyenne d'âge du joueur, accro au premier des jeux de rôle, comme dirait Donjons et Dragons. En fait, il y a quand même un truc inhérent effectivement à la complexité de se projeter dans cette période, même si, on demande pas forcément aux joueurs de connaître la période, mais en tout cas la possibilité de se projeter, dans la période qui est peut-être plus complexe pour, un jeune joueur aujourd'hui. Mais bon, moi je me rappelle quand même que dans les années 80, quand j'ai commencé à jouer à l'appel de Cthulhu, c'était quand même compliqué pour moi aussi, hein. J'avais beau être, qu'à 60 ans des années 20, ça me paraissait quand même un truc de papy, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait quand même parce qu'en plus, il y a quand même ce côté historique, qui met une pression. Quand tu veux initier des gens au jeu de rôle et que tu leur dis: «Bah, ça se passe dans les années 20, plus précisément, en janvier 1925», il y a quand même leurs yeux qui s'ouvrent grand et ils se disent: «Ouh là là, mais c'était quoi, janvier 1925?» Et c'est vrai que cette pression, alors que c'est vrai que quand tu fais un jeu qui est purement dans l'imaginaire, bon, il faut juste avoir une référence, visuelle, quelque chose, tu pas besoin de partager autre chose. Donc c'est vrai que c'est un tout petit peu quand même élitiste par son thème historique, mais bon, il y en a plein des jeux de rôle historiques, le médiéval un peu, heu, réaliste, historique, c'est pas facile non plus, hein, d'incarner, un paysan, du XIe siècle, si tu te mets la pression sur, la manière dont il faut parler, se comporter, tout ça, tu vois? C'est pas évident non plus de se transposer dedans, quoi. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais noté ce point-là, à quelle mesure notre vision des années 20 a changé en fonction du temps. Et alors là, du coup, on va faire un peu peut-être nos vieux 2 minutes, mais on joue pas les années 20 aujourd'hui comme on les jouait dans les années 90. Et je pense, je prends quelques exemples de campagnes plus récentes où la mixité, l'égalité homme-femme est quelque chose qui est la norme. Je prends par exemple La Lisière, une récente campagne sortie par les 12 singes, où les personnages joueurs sont complètement mixtes. Chose qui dans les années 90, on avait un peu moins. On avait des investigatrices quand même, journalistes, dilettantes. Et je trouve qu'on a un peu modifié notre vision des années 20 avec le temps qui passe. Preuve que c'est un jeu de rôle et que
voilà, on le modifie aussi en fonction de notre culture à l'instant T, ce qui est une bonne chose, hein, parce que finalement, Oui, ça, bah, moi j'ai un exemple qui va dans ton sens où c'est vraiment aussi sur les masses de l'Aratotep. Quand tu lis la campagne de base au premier degré, c'est quand même un peu compliqué d'avoir des cultes de d'Africains, d'Égyptiens, de il y a à peu près toutes les nationalités qui sont tous des méchants qui tuent les gens, face à des investigateurs occidentaux ou nés de la période colonialiste qui essayent de rapporter un peu de paix dans ce monde barbare. Il y a quand même presque un sous-texte qui est pas forcément voulu du tout dans la campagne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le reflet d'une époque telle qu'elle était, hein, et il faut arriver à la faire émerger. En même temps, aujourd'hui, on a une manière aussi de raconter l'histoire qui fait qu'on ne va pas heurter les gens qui jouent, parce que en fait, il y a certains propos qui sont très heurtants. Ça ne nous empêche pas, par exemple, de parler des inégalités, mais ça devient presque un thème de la campagne. Il faut arriver à l'adapter pour montrer à quel point il y avait du racisme à l'époque, pour montrer. Alors c'est pour ça que moi, par exemple, moi je suis très dans la mixité, donc j'ai toujours deux joueuses, deux joueurs minimum. J'ai une de mes joueuses qui est une Afro-américaine et elle est confrontée au racisme, etc. Mais ça permet de désamorcer le truc. Et c'est vrai que d'avoir 4 investigateurs du Gentleman Club, des investigateurs qui partent dans le monde pour apporter la bonne parole, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la dernière version de la campagne, qui est super, hein, que je trouve super, des masques de Chaosium, elle a pris en compte tout ça pour essayer d'offrir une expérience qui puisse être jouable sans que ça soit heurtant pour tout le monde, quoi. ouais. Et je pense que c'est une bonne chose. Et après, c'est des thèmes qui sont forts, les thèmes des années 20, parce qu'on est dans le colonialisme encore, comme tu disais, un certain nombre. En France, je crois que le droit des votes des femmes, c'est 1944, ça doit être 1920 aux États-Unis, donc il y a quand même quelques différences. Il y a aussi les classes, hein, sociales, en fonction des pays. Donc c'est tout un tas de thèmes qui permettent de nous interroger aussi sur nos moments présents, parce que faut pas oublier que l'histoire, ça nous permet aussi de nous interroger sur ce qu'on fait. Et donc pour dériver maintenant, donc on a parlé des années 20, un setting, un univers finalement haut en couleur. Et puis, comment Lovecraft, finalement, a capturé l'essence de cette période un peu particulière dans l'histoire, mais tout en matinant de quelque chose d'assez sombre, hein, parce que Lovecraft, c'est pas non plus très très gai. Donc ça dépend. Donc, si on est cultiste, oui. Si on est moins cultiste, non. Et, et voilà, je voulais parler un instant de Lovecraft. Toi, quel est ton ressenti de lecteur face à cet ouvrage, et comment aussi ça t'inspire pour jouer dans les années 20? Alors, j'ai toujours trouvé, enfin, j'ai lu à peu près, je pense, tout de Lovecraft, mais graduellement, dans les âges. Et en fait, j'ai toujours trouvé que c'était un auteur qui avait une capacité à retraduire des atmosphères. Alors, je parle même pas de la création, c'est-à-dire que c'est vrai que en fait, qu'est-ce qui différencie Lovecraft de beaucoup d'auteurs, à mon sens, hein, fantastiques ou ésotériques, c'est son mythe, c'est-à-dire, cette capacité qu'il a eu à un moment à générer un mythe qui va, justifier son univers, la vision de ses personnages, les histoires, et qui va tout traverser, et ça va être la particularité en fait de son univers et de ses histoires. C'est ce mythe qui est à la fois, présent et invisibilisé, hem et moi j'ai toujours aimé ça chez Lovecraft. Après c'est vrai que, comment dire? Bon, on ne peut aujourd'hui que qu'on connaît son histoire, tout ça, que déplorer, peut-être, d'une certaine manière, la vision du monde qu'il avait, même s'il faut recontextualiser ce personnage, à son époque. Mais, en même temps, on sait aujourd'hui qu'il n'était pas, un grand humaniste.
et que ça se sent un peu dans ses descriptions de personnages quand même, quand on lit certaines histoires. Donc je pense que, voilà, ce que ça a amené pour moi, enfin ce que ça a amené, c'est que ça a créé la base. Après, c'est vrai que ça a été, enfin je pense que l'appel de Cthulhu aujourd'hui est très loin de complète très loin des récits de Lovecraft tels qu'il les a écrits, dans ses romans, quoi. Ça s'est, entre guillemets «casualisé», heu, étendu, heu, on en a montré aussi plus. J'ai l'impression que Lovecraft était, quelqu'un qui essayait, aussi de garder une part de mystère à certaines choses qui ont été développées et donc aujourd'hui on explique, même si, c'est tout un truc de l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle. Qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu dois pas dire? Heu, est-ce qu'il faut laisser tes investi est-ce que c'est une des règles du fantastique et de l'horreur aussi, l'horrifique, c'est plus fort ce qu'on ne voit pas que ce qu'on voit, c'est plus fort ce qu'on ne sait pas que ce qu'on sait d'une certaine manière, mais il faut en tout cas en savoir un petit peu donc et je trouve qu'il avait un bon équilibre là-dedans, Lovecraft, heu et que, voilà et dernière chose, après je te redonne la parole mon cher ami, c'est juste que Lovecraft avait par nature une narration, je trouve, qui est très propice à l'enquête, quoi. C'est-à-dire que Lovecraft, c'était toujours des récits, d'enquête finalement. Ça commençait par un journal, d'une personne qui avait disparu, donc après il fallait retrouver sa trace. C'est un peu la structure du jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, c'est un jeu d'enquête. Exactement. Et souvent, c'est un narrateur qui va raconter une histoire, de choses qu'il va découvrir. Et effectivement, c'est une enquête. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un narrateur qui raconte une histoire, ça fait toujours un peu penser au jeu de rôle. Parce qu'en fait, on est déjà dans une histoire. Et d'ailleurs, je me pose toujours la question, il dit lui-même, parce que c'est un narrateur qui raconte peut-être n'importe quoi. Et en fait, que même ces histoires, en fait, c'est une espèce d'abîme où en fait, on ne sait pas quelle est la réalité et il fait parler. Il a finalement fait assez peu d'ouvrages purement sur le mythe de Cthulhu, parce que déjà, il n'a pas fait des grands romans, c'est plutôt des nouvelles. Et c'est vrai que Lovecraft, bon, moi je l'ai lu, j'étais un peu jeune, peut-être pour en comprendre toute la folie qui peut en. Voilà, et après, quand tu le relis, même en VO, le vocabulaire est extrêmement choisi, le sens de la narration, et quelque part, dans ces ouvrages, bon, moi je dis il faut les lire un peu parce que ça permet de raconter par son vocabulaire l'histoire des années 20 et puis aussi cette côté folie, le mythe les monstres, etc., du mythe de Cthulhu, c'est peut-être venu aussi un peu après avec ses successeurs, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà, il y en a eu pas mal, et puis avec le cinéma qui a rajouté, maintenant je crois que c'est dans le domaine public, hein, d'ailleurs, Lovecraft, ses premiers ouvrages en tout cas. Oui, il y a un éditeur de jeux de rôle qui m'a dit, un jour, «Si tu pas fait, si à 40 balais, tu pas fait un jeu de rôle, Lovecraft, tu as raté ta carrière d'éditeur». Donc oui, on peut dire que c'est dans le domaine public. C'est le domaine public, ouais, et on en parlera, il y a tout un tas de systèmes, c'est le point qui va venir. Donc, moi, ce que j'aime bien dans Lovecraft, c'est, ok, on peut challenger qui il était, et bien sûr, on le challenge, et on se pose la question, et on cautionne pas, je pense, ce qu'il pouvait penser, même si je n'ai jamais été dans sa tête. Et que, ça se trouve, il jouait aussi de ses propres folie interne, parce que pour écrire quand même quelque chose comme ça, à un moment donné, il faut quand même avoir un cerveau différent, peut-être. Je vais dire ça comme ça. Euh, mais il y a des belles histoires bien construites sur lesquelles, en plus, il y a eu des scénarios qui s'appuyaient, officiels, qui s'appuyaient sur un certain nombre de ces nouvelles, et on retrouve d'ailleurs des personnages, pas mal de personnages qu'il a écrits, Charles Dexter Ward, si je m'abuse, et on le voit, en tout cas, on en entend parler dans des scénarios. Et donc, ça crée un univers un peu plus dense, un peu plus précis. Alors, ça le localise un peu dans le nord-est des États-Unis, parce qu'on parle beaucoup Providence, Arkham, même si c'est quelque chose d'imaginaire. Et donc, je trouve que ce qu'il a pu créer, c'est une couleur, une touche de ces États-Unis, et qui finalement va nous raconter des histoires d'horreur, et puis certainement de folie derrière. On va pas faire toute la cosmogonie du mythe de Cthulhu,
parce qu'il y en a beaucoup, des dieux anciens, les grands anciens, alors je sais jamais, je vais me faire engueuler si je dis des bêtises, les serviteurs des dieux, etc. Mais voilà, ça donne, je trouve, et ça se marie certainement bien avec les années 20, parce que finalement, le niveau technologique des années 20 fait qu'on peut rester un peu dans l'indicible. Prendre une photo, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Il faut aller dans des bibliothèques, à Internet. Voilà, donc il y a une relation, et il y a une relation aussi au livre dans l'appel de Cthulhu. Je sais pas comment toi tu l'utilises. Donc, ce qu'on appelle les ouvrages du mythe, souvent on les appelle comme ça. Ouais, Est-ce que ouais. tu utilises ça beaucoup, toi, dans tes Moi, parties? je, ouais, moi j'utilise ça beaucoup. Ça, comme tu le dis, c'est pour moi intrinsèquement relié au concept même de ce jeu et au fait qu'il soit le dérivé d'un auteur de livre. C'est-à-dire que moi je l'utilise énormément. C'est-à-dire que je mets une forme de gravité à chaque fois qu'un livre est trouvé. D'abord, c'est très compliqué d'arriver à en extraire vraiment des parties, intéressantes. C'est coûteux en temps, c'est coûteux en points de santé mentale parfois, et j'accompagne vraiment, les découvertes par des vrais récits. C'est-à-dire que, par exemple, un des intérêts des livres, au-delà de fournir de l'information sur quelque chose, ça peut être de permettre à un joueur de découvrir une incantation, par exemple. Je vais toujours, raconter une histoire. Si c'est tel, personnage qui a écrit ce livre, je vais expliquer le jour où il est arrivé dans cette contrée, où il y a eu un orage et où, il a senti un danger et pour faire partir ce danger, il a créé une brume et pour créer cette brume, il a mis ses mains comme ci et comme ça et cetera. Puis à la fin, je vais finir par dire, que la personne qui a lu ça et tout d'un coup, elle a l'impression que si elle mettait elle aussi ses mains comme ci et comme ça, elle pourrait peut-être créer la même brume et il y a et ça remet les choses en place. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un de mes joueurs découvre un truc dans un livre, ça doit toujours être un moment fort de la partie, pour moi. Parce que ces livres ont une vraie valeur, qu'ils galèrent quand même énormément pour les trouver. Et surtout que je n'ai jamais, mais alors jamais été partisan de la magie à la Donjons et Dragons dans l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire que chaque sort se gagne, chaque sort coûte beaucoup. Et chaque sort a suffisamment de puissance finalement pour, changer le game des joueurs à un moment, mais ils savent que ça va leur coûter cher et que s'ils vont dans cette voie-là, ils vont se couper peut-être d'une autre voie qu'ils auraient pu prendre, qui est celle de la sanité mentale, par exemple. Mais, donc voilà, moi j'utilise beaucoup les livres. C'est un gros facteur dans mon jeu, les livres. OK. Alors moi, sur les livres, j'ai toujours du mal, les ouvrages du mythe, je vais les appeler comme ça, parce que en fait, j'arrive pas à saisir le contenu de l'ouvrage. Toujours eu ce problème-là, donc on a souvent une petite description, hem, voilà, mais en fait, on sait pas trop ce qu'il y a écrit. Est-ce que ça raconte des choses vraies, des choses fausses? Pourquoi on devient fou en lisant? Parce que moi, quand je lis un livre d'horreur, je deviens pas fou, hein. Enfin, je crois pas. Et donc pourquoi je deviendrais fou en lisant un livre ou qui raconte, ne serait-ce que des choses horribles, hein, mais et voilà, c'est pour ça que je les utilise peu. Je suis comme toi, je n'utilise pas. Alors, dans le mythe de Cthulhu, il y a des rituels, de la magie. On peut ouvrir parfois des portails. Voilà, il y a même des sortilèges qui permettent de tuer quelqu'un juste en levant la main comme ça. Moi, j'utilise très peu la magie. En tout cas, pas chez les investigateurs, mais bien entendu chez les adversaires, qui peuvent être des sorciers, des cultistes, parce que je trouve que ça déséquilibre le jeu. Et puis surtout, bah, je trouve que ça, ça les rend, les personnages, plus puissants. Et c'est un jeu, il faut bien l'avouer, il y a une petite... les personnages jouent un peu seuls contre le reste du monde, et puis ils sont pas des personnages souvent très puissants. Il y a un taux de mortalité d'ailleurs, qui peut être important. Donc les ouvrages, j'ai du mal à les mettre, donc je les mets pour faire remonter... dans certains systèmes, il y a ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, la compétence, voilà, pour leur permettre de rentrer un peu plus. Et j'ai toujours eu du mal à doser cette approche des ouvrages.
En fait, si je peux me donner un petit conseil là-dessus à ceux qui se demanderaient, moi je pense qu'il faut vraiment imaginer, d'abord il faut pas qu'il y en ait 50, hein, dans un scénario, un livre, ça suffit amplement. Dans une campagne, il peut y en avoir plus forcément, mais en fait, il faut vraiment les isoler comme un mini game dans le jeu. C'est-à-dire que le livre doit avoir, pour livrer ses secrets et cetera, une espèce de petit arche narratif propre. Par exemple, heu, je me rappelle d'avoir, fait, réussir à comprendre à un de mes joueurs que, il avait compris comment pouvoir enchanter une lame. Bon, mais pour ça, il fallait qu'il trouve un être vivant de la taille d'une vache, qu'il la sacrifie un jour de lune noire. En apprenant, la forme des scarifications qu'il devait faire tout en la sacrifiant et cetera, ça a pris, enfin ça a pris, ils ont pas fait que ça, mais je veux dire, ils en ont parlé pendant 6 ou 7 sessions sur: «Est-ce qu'on a le droit de tuer cette vache? Machin, tu vas faire ça, c'est dégueulasse, machin», tu vois? C'est devenu une partie du scénario, en fait, et c'était juste pour enchanter la lame. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont enchanté la lame, ils pouvaient peut-être en faire quelque chose après. Donc, et je trouve que si jamais tu imagines pour chaque sort et chaque, livre, une espèce de petite ligne narrative, là, c'est très intéressant de les mettre parce que ça rentre dans l'histoire, en fait. Mmh. Ouais, c'est pas juste un artefact magique en plus, ça fait partie de la résolution potentielle de l'intrigue. Absolument. OK, bah, là, sur cette première partie, on a donc parlé, un peu du jeu, des investigateurs, le setting dans les années 20. On a dérivé vers ce qu'apporte, bah, finalement Lovecraft, et ce qu'il a apporté, cette touche, fantastique. Je propose qu'on passe, on parle jeu de rôle, donc qui dit jeu de rôle dit règles, de simulation, de jeu, pour parler un instant, ou un peu plus qu'un instant d'ailleurs, de mécanique de jeu. Donc, Cthulhu, l'appel de Cthulhu, le premier, c'est 1980, et puis il s'est un peu révolutionné le JDR à l'époque, parce il y avait eu RuneQuest avant, il y avait eu Donjon, bien entendu, et puis là, on est allé sur un système, alors c'est le Basic Role Playing, BRP, comme on l'appelle, qui était du descent. RuneQuest utilisait déjà ça, mais de manière assez simplifiée. Et donc je pense que ça a été peut-être la révolution. Alors j'étais né quand même, mais à peine, du JDR, et c'est peut-être même le premier. Alors certains disent que c'était le premier vrai jeu de rôle, puisqu'on était plus sur du role-playing que sur du lance-CD, de la tactique. Et donc là, je parle de cette première édition de Chaosium 1980, puis après, il y a eu plusieurs éditions qui ont amélioré, mais finalement, sur ces éditions de Chaosium, on est à la V7 et c'est à peu près le même système. Donc, peut-être pour expliquer pour ceux qui écoutent ou qui n'ont jamais joué à ce système Appel de Cthulhu, c'est en fait, on a des compétences assez nombreuses, hein, qui peuvent être assez nombreuses, et puis elles ont un score entre 0 et 100, et c'est un pourcentage, et donc si on fait moins que son score, bah, on réussit son action. Il peut y avoir des échecs critiques, des réussites critiques, et puis il y a tout un tas de compétences sociales, intellectuelles, culturelles, physiques, bien entendu, euh, qui permettent de pouvoir simuler des situations différentes. Et de là, d'ailleurs, il y a le fameux TOC, trouver objet caché, qui a longtemps été utilisé comme référence à ce jeu Appel de Cthulhu. Donc TOC, trouver objet caché, qui était la compétence certainement la plus utilisée, remplaçant la perception pour trouver un objet qui était caché, et qui fait débat aujourd'hui sur justement, est-ce que c'est une compétence intéressante, ou est-ce qu'elle a vraiment un sens, cette compétence, alors qu'elle a été utilisée par des générations de rôlistes. Donc le système descend. Je pense que tu as joué à celui-ci aussi, comme moi. Quel est ton avis sur ce système descend? Heu, Mon avis, c'est alors moi je suis, pas un maître de jeu, très, amoureux des systèmes de jeu, à part, sur certains qui sortent vraiment de l'ordinaire pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'y apporte pas, une énorme importance, mais il est vrai que le système descend, en tout cas tel que je le connais dans l'appel de Cthulhu, il permet d'abord d'avoir une grande liberté,
Tu disais il y a des compétences, mais en fait aujourd'hui il y a autant de compétences qu'on veut, on crée des compétences en fait comme on veut dans l'appel de Cthulhu en fonction du personnage qu'a envie de jouer le joueur. C'est assez simple à assimiler par les joueurs, quel que soit leur niveau, parce qu'on t'explique, bah, tu as 10 en tir. Ah bah, dis donc, j'ai peu de chance de toucher. Bah oui, tu vois? Donc effectivement, tu as peu de chance, tu vois? Donc tout le monde comprend assez vite, tu pas besoin d'inverser les scores pour comprendre si tu dois faire plus ou moins et cetera. Enfin, voilà, il y a un truc qui est très simple. Je trouve que, la V7 je me rappelle mal, hein, je sais que quand j'ai commencé à jouer, ça me paraissait très compliqué, hein, puisque je pense que je jouais à 16 ans à l'appel de Cthulhu, donc je pense que j'avais un peu de mal à bien vraiment comprendre le système. Mais là, aujourd'hui, je trouve que la V7 est vraiment super. Moi, en tout cas, elle me correspond complètement. Alors, j'ai viré quelques trucs comme les règles de poursuite, par exemple, qui sont pour moi, qui servent à rien, mais sinon le reste, tout est assez bien géré par le système, toutes les situations. Il y a quand même, au-delà du dessin, bah, on va sans doute en parler, mais deux spécificités que je trouve à la fois très intelligentes et très utiles, c'est la chance et la santé mentale. Donc les deux spécificités de l'appel de Cthulhu, qui sont aussi intégrées au système descent, on lance encore des pourcentages, mais qui ont des règles un peu différentes. Donc moi, je le trouve très simple d'accès. Alors, certains disent: «Oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de compétences, tout ça», mais finalement, on n'en utilise pas tant que ça des compétences, quand on lance les dés. Trouver objet caché, oui, c'est le serpent de mer de l'appel de Cthulhu. C'est vrai que ça n'a aucun sens, quand d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal toujours à me le figurer. C'est-à-dire que autant c'est facile de dire à Donjons& et Dragons: «Fais un jet de perception», autant de dire: «Fais un jet de trouver objet caché», alors qu'on t'a demandé si, on avait l'impression d'avoir été regardé par, enfin, il y a un truc, c'est fourre-tout, quoi. C'est un truc un peu fourre-tout qui sert beaucoup parce qu'en fait, les joueurs passent leur temps à essayer de trouver des trucs. Donc, soit ils le trouvent et tu leur dis que tu l'as trouvé, soit tu veux qu'il y ait un peu de hasard et tu es obligé de jeter ça, tu vois? Donc, c'est vrai que c'est une comp après, en fait, rien n'empêche déjà de la renommer, hein. Je sais qu'il y a certains maîtres de jeu qui l'ont renommée, hein, perception, voilà. Comme ça, c'est encore plus simple, hein, ou, fouiller ou, heu, mais c'est vrai qu'en plus, c'est une compétence qui est la plus utilisée par les joueurs, en fait, finalement. De toutes les compétences, c'est trouver objet caché. Mais, voilà, donc moi, c'est un système que je trouve super, et super pour les gens qui débutent aussi. Je trouve pas ça très compliqué à assimiler, en fait. Surtout aujourd'hui où, alors ça dépend si on joue autour de la table ou à distance, toute la partie calcul est automatique. Parce qu'en fait, ce qui est un peu compliqué dans le système d'essence, c'est que donc tu as différents niveaux de réussite, donc il faut pouvoir savoir si, en fonction de ton score, tu as fait un tiers, tu es dans le 1er tiers, dans le 2e tiers, pour savoir si tu as une réussite, critique ou une réussite, donc ça, aujourd'hui, bah, quand tu joues à distance, tu le vois immédiatement, tu as pas besoin de calculer. C'est la seule complexité, c'est-à-dire que tu pourrais ne pas savoir quel est ton niveau de réussite si tu là pas bien, si tu pas les pourcentages dans la tête, quoi. Mais, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une spécificité sur les réussites spéciales, extrêmes, j'ai oublié critique. Au tout début, il y avait juste l'échec critique, voilà, et puis la réussite critique, qui faisait un impact, surtout en combat, sur les dégâts ou sur la rapidité à trouver une information. Après, moi, je suis pas un grand fan de ces différents niveaux de réussite parce qu'en tant que MJ, je sais jamais entre spécial, extrême, Ah oui, la moi je la me la trompe. la voilà, ouais, la différence. Alors, est-ce que c'est plus ou moins bon? Tu as fait un jet de zoologie, réussite spéciale, réussite extrême, je sais pas trop ce que je vais dire, bon, parce que je suis pas zoologue, le niveau. Donc, moi, je l'utilise pas. La chance, donc c'est une règle, je crois qu'elle date de la V7, parce qu'en V6, c'était les points d'aplomb qui existaient, qui permettaient de survivre ou de relancer. Et la point de chance, je l'utilise pas non plus, parce que moi, j'ai décidé qu'ils avaient pas de chance. Euh, Avant, il y avait un système de points de chance et ça s'appelait une caractéristique de chance. C'était un des 100 et on faisait est-ce que j'ai de la chance? Est-ce que je sors d'une maison? Est-ce qu'il y a une voiture là que je peux voler? Faire un test de chance. Hop, il y a une voiture qui est là. Mais le score était fixe, c'était un pourcentage. C'est un peu comme les jets d'idées. Il y avait eu cette idée, c'est une bonne idée. En fait, comme on n'est pas, nous, joueurs, des investigateurs,
Et ben, en fait, parfois, les investigateurs ont des meilleures idées que les joueurs. Et d'où les fameux jets d'idées. Je me rappelle, à 16 ans ou 15 ans, je jouais avec eux. Et je disais, bon, moi, je sais pas, donc je fais un jet d'idées. Et alors, mon MJ qui me regardait en disant, mais en fait, à ce rythme-là, plus personne ne joue, hein, parce que vous faites que des jets d'idées, et puis je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc, il y a eu des tentatives de système. Ce qui reste le plus marquant pour moi, c'est la santé mentale. Cette idée de santé mentale qui représente alors un niveau de santé, je me rapproche de la folie si j'ai moins de santé mentale, ou en tout cas vers un niveau où on devient un PNJ, parce que finalement la conséquence c'est être à 0 point de santé mentale, c'est ne plus pouvoir jouer son personnage. Et plus on descend, plus on a des traumas. Alors je sais plus si c'est le terme trauma, mais en fait des choses qui vont arriver mentalement, des phobies. Les premières éditions c'était tourné autour de la phobie essentiellement. Maintenant c'est un peu plus complexe. Donc il y a des impacts très rapides, ce qu'on appelle les chocs, qui se jouent là, je crie, je tombe par terre, je deviens inconscient. Et puis des choses un peu plus dures. D'ailleurs, je crois qu'il y a un supplément en français qui parle de tous ces traumas là. Donc, si vous voulez passer un bon moment joyeux, je vous invite à lire ce supplément qui vous explique comment un homme ou une femme peut devenir fou ou folle. Et toi, Il y a un jeu il y a un jeu de cartes aussi de la V6 qui est illustré et où il y a toutes les phobies, tous les c'est assez intéressant, on en apprend beaucoup. Bah, moi, j'utilise beaucoup la chance. Pour moi, la chance rajoute un piquant supplémentaire, c'est-à-dire que, j'engage mes joueurs, beaucoup à utiliser la chance, leur chance, puisqu'en fait, à l'appel de Cthulhu, on a un pourcentage de chance qui permet ou pas d'avoir de la chance, mais on peut utiliser des points de chance pour rattraper un mauvais jet de dés. Donc ça veut dire que c'est aussi un pool de chance qui va descendre, descendre et qu'on ne récupérera pas aisément. Donc certains joueurs, qui ont absolument envie de réussir, et d'utiliser leurs points de chance vont perdre ce capital et vont sentir la pression, notamment parce que les jets de chance de groupe sont effectués par le joueur du groupe qui a le moins de chance, vont faire aussi sentir la pression aux autres que il serait bon, qu'il se calme avec ses points de chance et donc ça rapproche pour moi, ça rajoute une complexité et parfois aussi, une solution à un problème qui tient vraiment de la chance. C'est-à-dire, une balle perdue, quelque chose qui se passe où c'est vraiment le hasard qui va faire, la différence. Donc moi, j'utilise les points de chance. Après sur la santé mentale, alors là, pour moi, la santé mentale, c'est le graal pour moi, de l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire que c'est même moi, le concept qui m'a plu dans ce jeu, peut-être gamin, je m'en rendais pas trop compte, mais en tout cas adulte, c'est vraiment ça. C'est que tout l'enjeu, je trouve, de l'appel de Cthulhu à un certain niveau puisque en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on joue avec des gens, quand on a des joueurs récurrents qui commencent à connaître un peu le mythe de Cthulhu, puisqu'ils ont fait quand même plein de scénars avec toi. En fait, à chaque fois, ils sont obligés de refaire les ingénus un peu, genre, oui, tout d'un coup, je redécouvre qu'il y a quand même des trucs bizarres alors qu'ils viennent de faire, une campagne, de 3 ans, pour défaire, Nyarlathotep, et tout d'un coup, ils voient un signe et ils doivent se bon. Donc en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est le moment où en fait, le joueur comprend que le monde dans lequel il est, c'est une bulle de sanité, quoi, de santé mentale où les gens ont une vie normale parce qu'ils ont un psychisme normal, mais que eux, pour pouvoir faire des enquêtes, ils vont devoir sortir de cette bulle de sanité et donc finalement sortir de la société des gens. Et c'est pas seulement des enquêteurs, c'est aussi des gens qui, d'une certaine manière, s'extraient de la vie et de la santé mentale. Et donc, il y a un truc sacrificiel à cause de cette règle de la santé mentale, c'est que les bons investigateurs sont des investigateurs dont le destin est forcément cruel, puisque au pire, ils mourront, et ils le savent très vite, puisque en plus on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très punitif. En fait, clairement, il y a peu de combats, mais ça vaut mieux.
Et au mieux, ils seront traumatisés à vie ou ils auront, forcément, quelque chose qui se passera pour eux au niveau de leur santé mentale. Donc en fait, je trouve intéressant parce que ça donne aussi aux joueurs, un côté un peu sombre qui du coup retranscrit bien l'univers de Lovecraft. C'est-à-dire que, s'il y avait pas ça, si on pouvait être, un peu, frivole et gai en jouant à l'appel de Cthulhu, ça serait pas du tout le même jeu. C'est-à-dire qu'il y a une gravité en fait nécessaire, je pense, et dans les histoires et dans le jeu, et qui est bien incarné en fait par la santé mentale. Exactement. Et les joueurs et les joueuses peuvent, parce que c'est bien décrit, hein, les traumas qu'ils peuvent avoir, ça peut donner un peu de roleplay. Je me rappelle, une petite anecdote, mais Terreur sur l'Orient Express, que j'ai fait jouer, je salue mes joueurs, s'ils nous écoutent, au Luxembourg, et vraiment, en fait, ils commençaient à avoir un peu des traumas, et ça remontait, en fait, mais par touche. Et la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ça soit tout le monde est phobique de tout, quoi, parce qu'autrement, ça commence à être très compliqué de jouer, ou alors on joue en permanence les traumas de chacun, mais que ça soit des touches de folie qui apparaissent régulièrement dans des situations de stress, mais pas que ça soit quelqu'un qui soit injouable, l'agoraphobe qui peut pas aller dans la rue, quoi, parce qu'autrement c'est plus très intéressant. Donc c'est aussi quelque chose à jouer avec parcimonie, je trouve, et qui mérite des joueuses un peu matures, parce que où on réalise pas, parce que c'est grave, on est en train de parler de démence, hein. D'ailleurs c'est démensophobia, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est un bouquin de Démentophobia, David. voilà, le truc qui existe avec les troubles mentaux. Et c'est puissant, hein, parce qu'un trouble mental, c'est pas à prendre à la légère, c'est quand même quelque chose voilà, qui est grave, ça peut se soigner, parce qu'on peut l'avoir et on peut le soigner. Donc, moi j'utilise la santé mentale, et c'est que quand je suis avec des ou joueuses que je connais, on a défini les lignes, les voiles du jeu, on sait ce qu'on peut faire ou pas. Après, on peut jouer de manière très technique sur le choc, on perd connaissance, etc. Mais je le fais pas, j'utilise pas. Et d'ailleurs, c'est plutôt des choses qu'on fait en campagne, des démences comme ça, parce que sur un one shot, on, voilà, on l'utilise peu. Mais c'est vrai que ça a été, je pense que c'est quelque chose qui rajoute au jeu de rôle. On n'est pas obligé. Moi, je tiens à bien dire, c'est facultatif, hein. En réalité, on peut très bien jouer plus pulp dans les années 20 et puis se dire que malgré tout ce qu'on voit, on ne devient pas fou. Et donc, c'est à mettre entre les mains averties d'un groupe assez mature pour prendre du recul sur ça, sur ce type d'approche holistique, peuvent mettre mal à l'aise des gens parce qu'on sait, voilà, on sait jamais. Donc là, Après, une petite, subtilité sur, les pertes de points de santé mentale, c'est que, en fait, il y a 2 manières de les résoudre. Lorsqu'un personnage perd, plus d'un certain nombre de points de santé mentale et qu'il est censé avoir une folie temporaire, ce qu'on appelle une folie temporaire. D'abord, moi je la tire pas au dé, hein, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la folie temporaire doit être en fonction de ce qui se passe déjà et aussi en fonction du joueur en face, du lieu où ça se trouve et cetera, parce que si je lui mets une aquaphobie alors qu'ils sont, au Caire, au milieu du désert, ça n'a aucun sens. Donc pas de hasard dans le choix des folies, mais surtout il y a 2 manières de résoudre la folie temporaire, ce qui est soit de laisser le joueur l'incarner, si on a confiance, en son joueur, si le joueur, on sent qu'il va bien faire ça et cetera. Soit de prendre la main sur le joueur et d'enlever la caméra du joueur pendant un certain temps, de continuer avec les autres et puis de faire découvrir au joueur ce qu'il est en train de faire par les yeux des autres. Par exemple, tout d'un coup, vous voyez votre ami, machin, bah, il est, en train de foutre le feu à la chambre d'hôtel et donc tout d'un coup, la folie, c'est le maître de jeu qui l'incarne et du coup, c'est plus facile, effectivement de le faire puisqu'on a la main dessus et que, voilà. Après le joueur, lui, il subit les conséquences de la folie. C'est-à-dire que derrière, bon, bah, il a foutu le feu, quand il reprend en conscience, il a foutu le feu, donc derrière, c'est à lui de faire son roleplay. Mais, voilà, il y a ces 2 manières-là de jouer la folie qui peuvent, faciliter si on n'est pas, si on a des joueurs qui le sentent pas et qui ont pas envie de jouer la folie, on peut la jouer pour eux, en fait. ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que effectivement, ça peut permettre aussi de donner un peu de piquant et de surprendre le joueur. Parce que du coup, il sera lui aussi, ça peut être une expérience nouvelle. Ton point étant intéressant sur les joueurs qui sont aguerris.
Est-ce que plus on est ancien joueur à l'appel de Cthulhu, plus on se lasse? Ça, c'est une grande question. Et est-ce que la première partie de l'appel de Cthulhu, c'est pas la plus fantastique parce que c'est la première fois où on rentre dans l'univers où on va découvrir l'indicible? Et est-ce qu'après avoir joué les Bas de Nyarlathotep, Terreur sur l'Orient Express et je sais, est-ce qu'on manque pas un peu de ce charme du nouveau? J'ai toujours la question. Moi, je joue toujours encore après pas mal d'années, mais il y a des fois quand même certains scénarios où je me dis bon, voilà. Je l'ai déjà fait, en fait, je l'ai déjà fait, et puis j'y retrouverai pas de piquant, et donc le seul piquant, ça va être dans le roleplay avec les autres joueurs, puisque finalement l'histoire, je la connais, mais c'est comment elle va se dérouler que je connais pas. Ouais. Ouais, ça, c'est un point qui est juste, hein. Je pense que, comme, beaucoup du plaisir, c'est la découverte, de l'inconnu, bah, par définition, tu peux pas la faire plusieurs fois donc il faut effectivement, je pense, bien choisir, quand tu es maître de jeu, les scénarios que tu vas faire jouer. Bon, déjà toi, en tant que maître de joueur, t'amuser parce que c'est vrai que remettre du mystère dans quelque chose que tu as déjà dévoilé à la même équipe de joueurs, par exemple, ça n'a quand même aucun intérêt ni pour eux ni pour toi, en fait. Donc tu es obligé d'aller sur d'autres types de récits, sur d'autres entités. Après, je pense que le secret, c'est de pas en trop en dire, en fait. Le fait le secret, c'est de dans chaque campagne, de garder, peut-être, beaucoup moins, je dirais, mettre moins les points sur les i, que même la campagne elle voudrait que tu le fasses, quoi. C'est-à-dire que, bien entendu, quand tu vois un signe des anciens, tu le revois 50 fois, et qu'à chaque fois, faut dire: «C'est quoi ce signe incroyable et tout, machin». Bon, bah, il faut mieux enlever les signes des anciens et mettre autre chose, quoi. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont tellement des lieux communs de l'appel de Cthulhu que tu finis par, ça te saoule toi-même de devoir expliquer, ça à tes joueurs. Mais c'est vrai, tu as raison. Sans doute les premières parties où tu découvres ça, tu as l'impression et c'est vrai que derrière il y a une montagne de d'informations. Je t'en parle même pas si tu commences à les faire aller dans la contrée des rêves et tout. Alors là, c'est l'hallucination totale de tes joueurs qui découvrent qu'en fait, il suffit de s'endormir pour aller dans un autre monde et cetera. Enfin, sauf que ça, après, il faut pouvoir l'incarner en tant que maître de jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que la première fois que tu rencontres ça, je pense qu'il y a un émerveillement qui est super fort. Parce que comme c'est très réaliste comme jeu, que tu es dans les années 20, ça crée la le vrai sentiment de découvrir avec tes investigateurs un truc que personne ne connaît et ça, c'est très fort, je trouve. J'ai pas d'autres exemples de jeux qui fait ça, en fait. Il y en a sans doute plein, hein, parce que je connais pas tous les jeux de rôle, mais Ouais, non, oui, il y a ça, non, mais c'est vrai que ça offre cette expérience unique de la découverte, c'est du jeu de rôle, et puis d'une histoire particulière, années 20, le mythe, indicible, quelque chose qui on s'enfonce doucement. Euh, alors, pour revenir sur nos mécaniques de jeu et pour peut-être clôturer le sujet, il y a d'autres systèmes que ce qu'on appelle l'appel de Cthulhu. Je vais en citer, je vais en oublier, mais il y a Cthulhuac, qui est un système plutôt simple, avec quelques caractéristiques. Il n'y a pas de compétences. Dans la V2, je crois qu'il y aura quelques compétences et des talents. Et en fait, on est sur quelque chose où globalement on réussit. S'il y a un système de ressources, quand on parle et on a des indices, mais on va baisser notre niveau d'énergie pour parler, le bagou. Quand on enquête, c'est plutôt sur la torche. Et plus on va trouver d'indices, bah, on a des chances d'avoir moins d'énergie pour continuer. Alors, je vois pas comme ça. Moi, les ressources, c'est l'énergie que je peux mettre dans ces actions. Donc, un système plutôt simple. Il y a pas mal de campagnes. Alors, c'est moderne. Hein. Ça a quelques années maintenant. C'est plus si jeune. Mais... Et puis, il y a Gumshoe aussi. Il y a qui est très, très roleplay. Pareil, hein, il n'y a pas quasi pas de G. Donc, il y a d'autres systèmes. Il y en a un en cours, les Chants de Tindalos. D'ailleurs, c'est une équipe française qui est en train de faire ça. Donc, l'univers de Cthulhu, il y a l'appel de Cthulhu, fameux jeu, mais il y a aujourd'hui plein de déclinaisons possibles. Et j'irais à chacun trouver un peu son thème. On y retrouve quand même souvent la santé mentale, à peu près mmh. partout. J'ai pas vu un jeu où il n'y a pas la santé mentale. Et après, il y a des systèmes plutôt très narratifs. Il y a quand même, j'ai pas vu, à ma connaissance, hein, mais il y en a peut-être, de systèmes hyper tactiques appel de Cthulhu. D'ailleurs, je joue avec des combats. Le but, c'est vraiment, en tout cas dans les années 20, je parle dans les années 20 parce que il y a
Il y a d'autres dans le futur où c'est un peu plus tactique, mais dans les années 20, on est plutôt sur de l'histoire et puis des systèmes moins simulationnistes et plus narrativistes. Donc toi, tu utilises quoi comme système autour de... Alors j'utilise donc la V7 de l'appel de Cthulhu et Cthulhu Hack que j'aime beaucoup aussi. Cthulhu Hack, à la base que je trouvais mieux pour faire des scénarios courts, parce que l'avantage d'avoir énormément de compétences dans l'appel de Cthulhu, c'est que tes joueurs comprennent leur champ de compétences, en fait. Ils comprennent leur ils savent là où ils sont bons, ils savent, ce qu'ils font, ça caractérise le personnage. Cthulhu Hack, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as finalement pas de compétences, tu as des poules de points comme tu disais et puis quelques, force, dextérité et cetera, classique du jeu de rôle pour te figurer tout ça. Ça paraît moins spécialisé, quoi. C'est-à-dire que, quand tu fais un jet de dés, c'est toujours assez large. Donc en fait, je trouve que pour la prise en main et l'immersion dans ton personnage, c'est plus simple de le faire avec une feuille de l'appel de Cthulhu et le système de l'appel de Cthulhu qu'avec celui de Cthulhu Hack. Et à contrario, Cthulhu Hack, enfin, je veux dire, en 2 minutes 30, tu as expliqué les règles à tes joueurs, et tu es prêt à jouer tout de suite. Et toi, en tant que maître de jeu, tu demandes souvent le même genre de jet. Voilà, tout est très simplifié, donc ça a des avantages, notamment pour les one-shots, je trouve, où tu peux partir tout de suite. Et puis, après, sur les campagnes, je trouve que c'est un peu plus, voilà, un peu plus dur enfin, voilà, ça rend des personnages moins caractérisés. Après, voilà, les 2 et puis surtout, il y a des super campagnes, Cthulhu Hack qui sont sorties, qui sont hyper intéressantes, on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup les 12 singes, donc je trouve qu'ils font un super boulot sur les campagnes et que ça, c'est une vraie, alternative aux grandes campagnes, de l'appel de Cthulhu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je planifie aussi bien une campagne, comme, les Masques, qu'une campagne comme, la Lisière. J'ai eu la chance de faire les Encagés, mais en tant que joueur. Voilà, la Ville en jaune, tout ça, c'est des campagnes qui sont intéressantes. Il y a des thèmes, en plus elles se passent souvent en France ou, enfin, pas forcément, mais en tout cas, elles sont écrites par des Français déjà, donc il y a aussi, un truc un peu cocorico là-dedans qui est sympathique. Enfin, tu les connais comme moi, hein, puisque tu les fais jouer toi aussi. Je trouve que c'est toujours de la qualité, quoi. Tu lis les livres avec plaisir, les histoires sont intéressantes, il y a vraiment quelque chose à faire à chaque fois dedans, voilà. Eh ben, tu as ouvert le prochain point qui était à l'heure du jour, c'était les scénarios, Ah parce oui. qu'il y en a, et donc très très bien, parce que là on a parlé plutôt des campagnes sur le système Toulouac, mais on va être large, parce que après tout, l'idée c'est pas, on va pas pouvoir lister tous les scénarios de l'appel de Cthulhu. Non, ça c'est clair. La liste exhaustive, j'imagine qu'on peut en trouver des centaines. Et donc, moi je voulais plutôt que chacun on donne peut-être notre trio gagnant, en te laissant, ou plus, hein, si tu Alors, veux, je je me celles que tu retourne préfères. je Année me 20, retourne vers année mon 20. mur de bouquins. Alors, année 20, donc dans la collection, Appel de Cthulhu, classique, je vais bien entendu les Masques de Nyarlathotep en numéro 1 parce que c'est pour moi la campagne, un peu historique et la campagne la plus longue, je pense, qui existe. C'est un peu l'expérience, un peu ultime de l'appel de Cthulhu en campagne pour moi, parce que, après, c'est un vrai challenge, hein. Faut arriver à aller au bout. Faut avoir un groupe qui qui puisse aller au bout. Voilà, c'est assez, difficile, je pense. Moi, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans donc, qu'on a commencé cette campagne et on commence au chapitre 3 et il y en a encore 3. D'accord? Donc, ça veut dire que tu t'engages pendant 4 ans à être là, donc ça voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment une campagne longue. Après, alors j'ai joué Terreur sur l'Orient Express que j'aime beaucoup, mais que j'ai trouvé un petit peu linéaire par rapport à d'autres, campagnes. J'aime beaucoup, mais en la réadaptant, Les Oripeaux du Roi. Voilà. Les Oripeaux du Roi, c'est une campagne, donc sur une autre entité, hein,
du mythe de Cthulhu, qui est un peu barré quand même, qu'on retrouve d'ailleurs en thématique un peu dans celle de Cthulhuac de la Ville en jaune, hein, donc Napoléon jaune, ouais. Ouais. voilà, voilà, c'est la version, L'appel de Cthulhu de la Ville en jaune, les oripeaux du roi un peu dans le je l'aime bien parce qu'elle est à la fois classique et complètement barrée. C'est-à-dire, donc voilà, elle est courte. Voilà, pour le coup, c'est une campagne courte que je conseillerais à justement à des gens qui auraient envie de faire une campagne de l'appel de Cthulhu classique, mais qui ont pas envie d'y consacrer 3 ans, quoi. Là, je pense que c'est possible de la faire beaucoup plus vite. Après, je vais citer, non pas une campagne, mais une série de scénarios que j'aime beaucoup, et qui sont plutôt alors j'ai un scénario culte qui est du coup, bah, tiens, je suis parti de la super grande campagne pour la plus petite campagne et je vais aller vers un scénario court que j'ai eu, d'ailleurs la joie de te faire jouer, mon cher Kylian, qui est Étoile brûlante. Voilà, un scénario qui est dans un des recueils de scénarios, des nombreux recueils de scénarios de la V6, je te retrouverai le nom pour ceux que ça intéresse. Étoile brûlante qui est un scénario avec un switch comme on dit, un twist, heu et qui se passe, voilà, en Haïti, dans les années 30 avec une ambiance très vaudou, très pesante, qui est vraiment un scénario qui m'a marqué, quoi. Donc voilà, ça serait les 3 scénarios de l'appel de Cthulhu. Et alors, moi, je les connais, hein, Ouais, pour les avoir maîtrisés aussi. C'est intéressant les 2 premiers parce qu'il y a un thème de voyage dans ces campagnes, alors qui a été certainement choisi pour dépayser, hein, les personnages et une espèce de quête initiative vers la mort parce que bon, souvent quand même, on peut changer de personnage dans ces campagnes et en plus, tu as commencé par les campagnes et donc ça veut dire quand même dire potentiellement que ton les meilleurs scénarios, c'est ceux qui sont longs. C'est voilà, qui apportent une profondeur au personnage, à l'histoire, une découverte qui est pas en un scénario où je découvre en fait, le roi jaune, si je veux palestiner, enfin voilà et un grand ancien et que c'est dans la longueur et dans la quelque chose de peut-être pénible d'ailleurs, la difficulté de la vie, qu'on fait évoluer ces personnages et puis qu'on amène l'intrigue. Les Masques de Nyarlathotep, je l'ai joué, je l'ai fait jouer. En présentiel, c'était assez fantastique, et c'est l'aventure que je conseillerais indépendamment du jeu de rôle, une des certainement meilleures campagnes de jeu de rôle, tout court, quel que soit l'univers. Après, c'est comme toute belle campagne, c'est de l'exigence d'être là, de jouer pendant plusieurs années potentiellement, parce que ça peut pas se réduire en 3 séances. C'est difficile. Voilà et puis Terreur sur l'Orient Express, c'est mon petit bébé, je l'ai maîtrisé, c'est ma première campagne j'avais 17 ans. Je sais même pas comment j'ai pu maîtriser ce truc-là à 17 ans, et que les joueurs, ont j'espère, mes joueurs, il y en a un qui va m'écouter certainement, il a apprécié, il m'en parle encore. Alors que bon, j'avais pas certainement la maturité pour jouer un petit univers, un petit truc Agatha Christie quelque part, des enquêtes, mais aussi, une histoire complexe avec des vampires et je l'ai refait, jouer il y a quelques années au Luxembourg avec un groupe. Donc c'est les rares que j'ai joué 2 fois ou fait jouer 2 fois, je ne fais jamais 2 fois le même scénario, jamais. Et moi je vais en rajouter, mon petit chouchou, c'est les manteaux noirs. Alors les manteaux noirs, ça fait pas c'est Tristan l'Homme, Tristan l'homme, ouais. voilà, on peut le trouver dans le recueil qui s'appelle Le Musée de l'Homme, mais il avait été publié dans un Cassius Belli. Je suis très précis parce que je l'ai et c'est le scénario d'initiation, par excellence, je trouve et qui nous fait rentrer dans le mythe doucement. Il y en a, hein, puisqu'on va parler, je vais déflorer le sujet, on va parler de ghouls, donc c'est des créatures quand même mineures mais intéressantes et on est à Boston ou à New York, ça dépend où on veut le mettre et c'est, vraiment on joue sur la folie des gens, c'est plutôt sympa et c'est un scénario en one shot qui joue bien. Sur les campagnes que tu as pas forcément citées en français, il y a, alors je vais me gourer, c'est les 5 supplices. Je Ouais, sais les plus s'il 5 y en a supplices, ouais. 5, je sais plus s'il y en a 5 ou plus, mais je crois que c'est 5. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, il faut pas que je le fasse de tête, qui est des paysans parce que pour le coup, on va loin à l'est, que moi j'avais trouvé intéressant.
peut-être, c'est comme tout. Alors, je suis très exigeant comme MJ, et quelle que soit la qualité de la campagne, je suis sûr que tu vas faire comme moi, je modifie. Et parce que même si l'auteur a amené du bon matériel, eh ben, chacun a sa vision de l'univers, des relations, des PNJ. Il y a des PNJ que moi je peux trouver ridicules parce que moi je les trouve ridicules, mais en fait il n'y a que moi qui les trouve ridicules. Et puis les PNJ que je vais mettre en avant parce que je les trouve plus intéressants. Mais globalement, quand même, l'appel de Cthulhu, c'est du bon matos, hein. Je vais parler l'édition V6 des Masques de Nyarlathotep ou la V7. Enfin, on est quand même sur du matos de qualité. Moi, ce que je peux dire, alors, j'en pourrais en sortir d'autres encore, hein, des scénarios, mais si les Demeures de l'épouvante, par exemple, les Portes des ténèbres, enfin bon, il y a tout un tas de recueils assez modernes d'ailleurs, qui sont bien. Si vous parlez couramment anglais, il y en a encore plus. Donc là, je parle vraiment des années 20, puis on fera une émission quand même sur les autres périodes. C'est un jeu où vous trouvez pléthore de scénarios facilement accessibles et vous pouvez jouer rapidement. Ça, c'est quand même un avantage, parce que tous les univers qui sont parfois lancés, et puis en fait, c'est difficile de trouver un scénario. Là, le MJ qui me dit « j'arrive pas à trouver le scénario qui me va à l'appel de Cthulhu 1920 », il charrie un peu. Ouais, Faut ouais, pas. puis c'est aussi un jeu dans lequel, et on l'a pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est un une qualité majeure, c'est un jeu qui t'apprend des choses. C'est un jeu dans lequel le travail autour des scénarios pour, contextualiser, expliquer un peu le background de tout ça, le travail historique autour des scénarios t'apprend toujours quelque chose de passionnant, et je trouve que très sincèrement, pour, masteriser d'autres types de jeux de rôle, je trouve que le fait de pouvoir passionner un maître de jeu, autour de quelque chose qui n'est pas simplement le scénario, mais qui va être, un endroit quelque part, que tu ne connaissais pas, à travers ces recherches historiques qui ont été faites pour toi. C'est super chiant, hein, de faire de la doc, et de faire tout ce boulot-là, hein. S'il y avait pas tout ça dans les scénarios, on jouerait moins à l'appel de Cthulhu, hein, ça c'est clair. Moi personnellement qui écris des livres, je sais ce que c'est que de faire de la doc, et je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps, et tous les maîtres de jeu le savent, en fait. Parce que quand tu écris tes propres scénarios, ce qui est pas mon cas justement parce que ça prend trop de temps, trouver tous les contextes historiques et tout, bien contextualiser les choses et tout, c'est chiant. Alors là, dans l'appel de Cthulhu, on a un truc qui est tout clé en main, où les gens ont fait des super ch on t'a cité Tristan l'Homme. Tristan l'Homme, il y a des dizaines de scénarios qui sont dingues. Je pense, à Dans les griffes de la flamme verte, par exemple. Pareil, hein, dans le musée de l'Homme, je me rappelle à Kingsport, autre lieu mythique de l'appel de Cthulhu, cette fameuse ville de Kingsport, pas très loin de la ville où les gens ont des yeux un peu globuleux. Eh bien, c'est pareil, c'est un scénario qui va non seulement vous entraîner dans une histoire assez dingue, mais en plus vous faire vivre tout un truc maritime où il y a eu des recherches qui ont été faites et tout. Ça, je trouve que c'est très enrichissant en fait. Tu vois, c'est d'ailleurs, je veux pas, on n'est pas là pour comparer les jeux de rôle, mais moi je pratique aussi Donjons et Dragons beaucoup. Euh, il y a beaucoup moins quand même de campagnes où je me dis, il y a un boulot de dingue qui a été fait pour, créer, un univers autour du truc. Il y en a, parce que ça a été fait sur certaines campagnes, mais il y en a aussi beaucoup où ça reste très générique. Alors que là, c'est toujours quand même très précis, quoi, et je trouve que c'est une grande qualité des scénarios de l'appel de Cthulhu. Et avec une partie de monde réel. Donc, si vous voulez apprendre l'histoire des années 20, les bouquins de l'appel de Cthulhu, globalement, ils sont juste historiques, hein, et historiquement. Et c'est vrai que tu as raison. On est dans l'apprentissage de l'histoire et puis des relations sociales humaines dans un monde qui reste quand même l'époque moderne, hein. Donc, c'est un bon point. Le jeu de rôle, de manière générale, permet d'apprendre beaucoup de choses parce que on se documente sur les choses, mais l'appel de Toulouse particulièrement. Donc voilà, on a parlé des scénarios. Bon, je prends encore un peu de temps pour les conseils pour les meneurs, parce qu'on est tous les deux meneurs. Et puis, il y a un sujet, c'est un jeu d'ambiance, de narration.
Euh, Toi, comment tu abordes alors, est-ce que tu as des techniques? Parce que tu as joué pas mal peut-être avec les mêmes joueurs ou avec des nouveaux joueurs, sur comment tes petites techniques de MJ pour donner vie finalement à cet univers particulier, années 20 et puis fantastique. Oui, alors, effectivement, il y a, l'Appel de Cthulhu est un jeu qui est narratif, dans lequel, des gros travail du MJ, ça va être de créer un univers et une ambiance. Donc, il faut avoir, d'abord la capacité à travers de ce qu'on va noter du scénario, de donner quand même quelques éléments historiques, un peu précis sur, là où on se trouve, les enjeux, les lieux, pour, que les joueurs, puissent figurer ça dans leur tête. Donc ça, c'est une partie de préparation qui est importante. Il faut quand même, pas se tromper trop dans les dates, essayer d'être précis sur quelques éléments, les lieux, les noms des lieux, et cetera. Après, par rapport aux ambiances, si j'avais un conseil à donner, c'est d'abord de travailler sur les sens, parce qu'en fait, mais ça, c'est un conseil qui est valable pour tous les jeux de rôle, hein, mais particulièrement dans l'Appel de Cthulhu, c'est que il y a beaucoup dans le et aussi dans l'écriture, hein, il y a beaucoup du fait de créer une ambiance qui passe par le fait de citer des choses qui sont accessibles au sens des joueurs. Donc, son, odeur, toucher, température, voilà, on a tous les sens. Ah, ça sert à rien de faire un truc par le menu, en en expliquant la température, ce que ça sent, et cetera. Il faut en choisir un ou 2 déjà, quand on fait une description. Ensuite, si j'avais un conseil à donner, parce que je m'en rends compte, alors il se trouve que quand tu joues en ligne, ce qui est mon cas depuis quelque temps, et qu'en plus tu montes les épisodes, tu vois tes défauts. Moi, j'ai beaucoup progressé dans mon truc de maître de jeu en m'écoutant masteriser mes parties et je vais tirer une leçon de ces parties, c'est qu'en fait, moins je suis rapide, plus je suis fort pour, créer des ambiances. C'est-à-dire que les silences sont hyper importants dans l'appel de Cthulhu. Que quand tu décris quelque chose, t'es pas obligé d'être dans une espèce de diarrhée verbale pour absolument avoir l'impression de devoir tout expliquer, tout décrire. Un peu, je dirais comme des descriptions classiques à la Donjons et Dragons, où on t'explique que la poutre fait 3,50 m par 12 et que ces descriptions hallucinantes où tu as l'impression que c'est un tracé d'architecte. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est juste sur quelques descriptions d'ambiance, le son, la température, la lumière, le ressenti. Qu'on peut avoir et après faut laisser les joueurs face à ça, le temps que ça mature dans leur tête et écouter, les questions et répondre aux questions. Mais en fait, il faut pas en faire trop et c'est un peu une des règles aussi de l'angoisse, de l'horreur, du fantastique. C'est-à-dire qu'encore une fois, moins t'en montres, plus c'est flippant et là, quand tu décris, en fait, il faut trouver juste le minima de ce qu'il faut faire pour que ça soit l'imagination des joueurs qui travaillent. Ça, pour moi, c'est une des choses que j'ai vraiment compris à force de masteriser l'appel de Cthulhu. Moins j'en dis en fait, et plus je reste un peu mystérieux moi-même. Ils ont l'impression que je leur cache des trucs, alors que j'ai juste décrit une pièce. Que si je suis trop précis, ça enlève du mystère et du rêve en fait, et de la projection des joueurs dans les atmosphères. Eh ben oui, oui, et c'est un très très bon point. Et j'apprends d'ailleurs en écoutant. Moi, je suis d'accord sur moins t'en dis, plus c'est feutré, plus les joueurs imaginent le pire. Et c'est comme dans Dune, là, quand les Bene Gesserit demandent à Poitry de mettre la main dans cette boîte-là, et il meurt s'il enlève. Et ben en fait, c'est peut-être même lui qui imagine tout ce que sa main va subir. Et c'est totalement psychologique, et peut-être que parce que c'est l'angoisse même qui va générer ça. Donc si tu dis, bah tu vois le monstre directement, t'as quoi comme angoisse? Et c'est pour ça que en termes de technique, moi ce que j'essaie d'utiliser, alors je suis pas un grand technicien, hein, c'est d'aller le macro vers le micro, c'est-à-dire d'écrire globalement et pas aller au micro tout de suite parce que du coup, même s'ils m'ont dit je regarde cette pièce-là, je vais tourner autour du pot. Mmh. Et après, à la fin, on y arrivera, mais pas tout de suite pour laisser justement la tension monter. La deuxième technique dans les scénarios que j'essaye, c'est toujours d'avoir une phase de repos et de tension. Et de pas enchaîner en permanence des phases de tension qui font qu'au bout d'un moment, bah, tu vas perdre
la phase de tension, parce que tu peux pas avoir que des scènes de tension. Alors, à moins que ce soit du pulp années 20, où finalement c'est de l'action plus que de la tension, et tu vas les enchaîner, et puis c'est pulp, bah, il est quand même bien qu'à un moment donné, ils se retrouvent, les investigateurs, Triss, autour d'une table, ils prennent 5 minutes à se reposer, aussi à se poser des questions, avant de repasser vers des phases un peu plus de tension. Et donc, c'est s'essouffler le chaud et le froid, c'est ce que j'aime bien. C'est-à-dire, en fait, ah bah tiens, hop, je remets, j'enlève, je remets, j'enlève. Mais on joue quelque part, et c'était mon dernier point, euh, sur le joueur. Alors, je vais le dire un peu poliment. Bah, quelque part, est-ce qu'on peut avoir peur en tant que joueur à l'appel de Cthulhu? Moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai pas peur. À l'appel de Cthulhu, euh, j'ai j'ai pas peur parce qu'il y a un monstre, parce qu'il est pas en face de moi, c'est mon personnage. Mais par contre, j'aime bien que le MJ voit ma réaction et puisse un peu jouer. Quand j'ai une joueuse autour de la table qui je vois un peu, pas angoissée, mais avoir un peu stress pour son personnage, je vais un peu appuyer, dans la limite de l'acceptable, mais comme ça peut faire monter la tension autour de la table, par empathie avec, voilà, autour de la table. Donc il y a, je devrais pas dire ça parce que je sais pas si c'est politiquement correct, mais il faut jouer aussi au jeu de rôle avec pas que les personnages, mais les joueurs. Ouais, bien sûr. Après, je pense que la peur est effectivement un sentiment qui est complexe à créer, surtout en distanciel. Par contre, la surprise est possible. Surprendre les joueurs, et avoir, leurs yeux qui s'ouvrent d'un coup, c'est possible. Il y a une scène qui me revient en tête parce que c'est dans ma campagne récente. Il y a un Alors attention spoiler, il y a un petit scénario annexe dans les masques qui se passe, à Londres, dans lequel, on va se retrouver, quelque part avec, une aimable vieille dame qui est en fait, pas du tout ce qu'elle a l'air d'être. Et je me rappelle que en fait, ils ne viennent pas pour voir cette vieille dame parce que c'est la mère de quelqu'un qu'ils viennent voir, qui est un peintre. Et en fait, ils sont, dans ce à ce moment-là, il y en a 2 qui sont avec le peintre en train de voir que le peintre peint vraiment des toiles, très, très bizarres et très flippantes. Donc tout le monde a un peu, autour de la table, son attention sur ces toiles, pendant que 2 prennent un thé, dans la cuisine avec la vieille dame. Et en fait, je demande à un des joueurs de me faire un fameux jet de trouver objet caché, et il remarque, que la vieille dame, en fait, elle a pas une ombre qui correspond à sa forme. Et au moment où il veut se lever, il se rend compte qu'il vient de boire une tasse de thé et qu'il est paralysé. Et donc il est assis là et je vois la tête du joueur qui ne s'attendait pas du tout à ça et qui ne peut rien faire. Et il y a un moment vraiment de silence où, ceux qui sont donc censés être en haut et qui ne peuvent pas parler, sont pas au courant de ça et donc ils continuent à jouer comme si de rien n'était. Les autres ne peuvent pas parler non plus, qui sont paralysés autour de la table et voient cette vieille dame se lever pour aller à l'étage. Et personne ne parle, et il y a ce moment qui est pas de la peur, mais qui est de la tension, qui est créé qui naît d'une surprise. Et donc ça, c'est vraiment de la mise en scène. Et ça, je pense que c'est pas forcément évident tout de suite de l'avoir quand tu commences à masteriser, mais que petit à petit, en fait, c'est effectivement un jeu avec tes joueurs, de les surprendre. Il faut s'amuser à trouver la mise en scène dans laquelle tu vas les surprendre. Moi, je joue beaucoup les vieilles dames, donc c'est mes personnages préférés, c'est les vieilles dames, donc j'en ai beaucoup dans mes PNJ et à chaque fois, ça les fait rire parce que je fais des vieilles dames gentilles qui font rigoler. Sauf que là, cette vieille dame, elle était pas drôle du tout et donc la surprise, en fait, a été totale pour eux. Et un dernier truc que je voulais dire dans les conseils, c'est, ne pas faire de jet de dés s'il y a pas une raison dramatique, majeure. Voilà. Je pense que les jets de dés dans les jeux de rôle d'ambiance tuent l'ambiance. Souvent, heu, ils ne la tuent pas lorsqu'ils sont vraiment, lorsqu'il risque d'y avoir quelque chose de grave qui se passe, donc de dramatique. Par contre, le petit jet de toc, pour remarquer que, il y a quelqu'un qui les regarde par la fenêtre, si ça a pas vraiment d'intérêt pour le scénario, moi je les laisse, remarquer qu'il y a quelqu'un par la fenêtre, directement. Et ça, je pense que les systèmes de jeu pourraient, donner l'impression de pousser les gens
à utiliser donc les systèmes de jeu, donc à faire beaucoup de jets de dés en se disant: «Ah bah là, il fait ça, donc je lui demande de faire un jet de dés». Mais en fait, c'est dans un jeu comme l'Appel de Cthulhu, c'est pas conseillé. Je pense qu'il est conseillé de faire le moins de jets de dés possible, mais essayer d'avoir une épure là-dedans, heu, pour garder l'ambiance, purement narrative. Ouais, je suis complètement d'accord. Et pour un exemple, mais pas sur l'appel de Cthulhu, mais sur Toulouse que je faisais un jet de santé mentale avant. J'explique, je demandais en début de partie aux joueurs de faire un jet caché que je voyais moi, et je le gardais pour la première rencontre avec un événement traumatisant. Ce qui me permettait, en fait, au moment de dire, bah toi tu réagis comme ça, etc., sans qu'il y ait jeté, ou voilà. Et je trouve ça assez appréciable. On peut pas le faire tout le temps parce que si une partie a 3 GD, on peut pas faire 3 GD en avance. On pourrait, hein, imaginer. Et donc, je suis d'accord, il faut minimiser en période de tension léger. Parce qu'autrement, on va casser la tension. Voilà. Après, on peut même avoir une réussite ou un échec critique en période de tension. Elle va casser la tension parce qu'un échec critique, tout le monde va rigoler. Une réussite critique, ça veut dire, ah bah tiens, on va réussir et tu vas casser la tension, donc autant pas en faire. Et le but étant pas de tuer les personnages ou les mettre en difficulté systématiquement, mais de jouer avec eux. Donc, ouais, les conseils, merci pour ces conseils parce que euh, ça, ça, ça aide à l'ambiance. Un dernier mot sur les conseils, après je m'arrête, comme ça j'aurais donné ma liste, c'est jouer sur le ressenti, t'en as parlé, hein, le ressenti, et bien demander de temps en temps aux personnages ce qu'ils ressentent, pas ce qu'ils font, mais finalement, qu'est-ce que tu ressens devant cette porte? Si la joueuse est dedans, elle va rajouter à l'angoisse, enfin, ou l'angoisse autour de la table, parce qu'elle va dire, en fait, moi, je suis pas bien, je suis... Et donc, ça peut aider à rajouter à l'ambiance. Voilà sur les tips. Euh, Avant la conclusion, moi, je voulais qu'on partage notre meilleure expérience d'un scénario ou une partie de l'appel de Cthulhu. Est-ce que, comme ça, à brûle pour point, tu te rappelles, alors peut-être pas ta première partie, hein, ou alors ta première, mais vraiment l'expérience d'un scénario en tant que MJ ou joueur, où tu t'es dit, là, j'arrive au grand art de l'appel de Cthulhu, grande œuvre. Alors, bah, j'ai plus de mémoire des choses qui sont assez récentes, hein, donc comme, pour moi l'actualité, c'est toujours et encore les masses derrière Imhotep. Il y a un moment, qui effectivement, je pense, restera gravé à jamais parce que, c'est dans ces à côté du scénario avec un grand, de l'aventure avec un grand A, c'est-à-dire, effectivement, hein, tu le disais toi-même, quand on est maître de jeu, moi j'évalue à peu près à 30 de rajout ce que je fais sur les campagnes, de modification, tout ça. Et il y a un moment où mes joueurs sont à New York et ils sont en plein dans l'enquête, ils ont plein de trucs à faire et tout. Et comme comme tu le disais, il y avait eu un moment de tension et même, je dirais, de peine, ils décident d'aller dans un cabaret, passer la soirée, quoi. Et donc je l'ai fait aller. Alors il se trouve que j'avais un peu anticipé le truc, donc j'avais préparé des images, des trucs d'un cabaret. Et comme je joue en distanciel, j'ai plusieurs écrans et je pianote vite fait, je cherche des éléments vite fait en même temps qui sont en train de parler, tout ça, et puis je les fais aller dans un cabaret et je raconte ce qui se passe dans ce cabaret. Alors il se trouve qu'il va y avoir un meurtre dans le cabaret plus tard, donc il y aura de l'action, mais c'est pas ça le moment dont je me souviens. Ce que je me souviens, c'est que donc j'ai une musique d'ambiance de cabaret, new-yorkais, et puis tout d'un coup, je dis qu'il y a le speaker annonce un jeune prodige, et cetera, et je fais arriver en fait, Louis Armstrong sur scène, plus jeune, et là je leur balance un fichier audio que j'étais allé chercher sur YouTube pendant qu'ils étaient en train de parler, qui est le concert dans ce cabaret à la même époque de Louis Armstrong, avec les sons d'ambiance et tout, tout ça. Et là, je vois mes joueurs qui hallucinent, qui se lèvent, qui commencent à danser, et qui sont dans une scène vraiment pour le coup, de détente, parce que il s'était passé un truc dramatique et tout, mais vraiment persuadés et heureux d'être là avec Louis Armstrong, quoi. Après, Louis Armstrong s'en va, et il y a un mec qui prend une balle dans la tête sur la table d'à côté et ça repart dans autre chose. Bon. Mais ce moment était un peu hors sol
D'abord parce que je l'ai improvisé, vraiment, du bout de mon clavier, en ramenant des sons et tout, sous Foundry pour pouvoir les balancer, et heu et parce qu'en fait, ils y ont pour le coup, ils y ont vraiment cru parce qu'en plus le morceau était enregistré, dans les conditions du live et tout, donc ils avaient toute la musique plus, les gens qui dansaient, qui hurlaient, qui applaudissaient, tout ça. À la fin, tout le monde applaudit. À la fin du morceau, ils applaudissaient derrière leur écran comme des fous et tout. Enfin, c'était assez fou parce que là, c'était vraiment les moments que je pense qu'on aime en jeu de rôle où finalement tout le monde y croit Ouais, tellement que le moment existe, quoi. Pour de vrai. ouais, Sauf que t'es chacun derrière ton écran. ouais. Mais t'as ouvert une porte vers le passé, les années 20. Et pendant un Voilà. moment, ils étaient dans les années 20. Et je pense Et ils ont tous l'impression qu'ils ont rencontré Louis Armstrong à New York à un moment de leur vie, quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça. ouais, 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 bien sûr. Un faux souvenir qui s'est incrusté dans leur esprit. Voilà. Le début d'une certaine folie, peut-être. Ouais, peut-être. Eh ben, merci. Alors, moi, j'ai l'exemple, c'est pour illustrer la simplicité de ce jeu. C'était il y a presque une dizaine d'années quand même maintenant. J'étais à Bruxelles et dans un club qui s'appelle les Seigneurs du Chaos et on faisait de l'initiation. Je faisais de l'initiation au mois d'août. Et je me retrouve avec 4 personnes qui arrivent pour la partie, pas de problème, mais 4 autres personnes. Donc 8 joueurs et joueuses, il y avait 5 dames, voilà, 3 hommes qui étaient là. Et donc je me dis, mais comment je vais faire un Cthulhu avec 8 personnes? Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels avec qui j'ai continué à jouer après. Et la simplicité du système de jeu a fait que j'y suis arrivé. Je sais pas comment, hein, ça a duré 3 heures. 8 personnes sur... donc j'ai changé le scénario, j'ai pris les manteaux noirs parce que je connaissais bien et c'était plus simple. Et donc je l'ai fait avec 2 groupes en parallèle. Et on arrivait à la fin en disant, ok, on y était dans les années 20. Et puis avec un peu d'horreur, même si effectivement à la fin, ça a été un peu compliqué. Il y a une petite scène d'action à la fin. Ça a été un peu chaud. Donc, tout ça pour dire que à l'improviste, un système de jeu simple, narratif, je ne conseille pas à faire à 8 personnes, hein, c'est pas... mais c'est jouable, donc le jeu, il est accessible, et il est accessible au plus grand nombre, puisque la plupart des personnes qui étaient là, c'était l'initiation, n'avaient jamais joué. Donc, je conseille ce jeu pour initiation, voilà. Petite... Ouais, faire jouer 8 personnes, c'est une perf, hein, parce que il y a il y a il y a il y a enfin, il y a une difficulté, il y a une vraie difficulté quand même il y dans avait le une... nombre de joueurs. Exactement. Et c'est pour ça que je m'en rappellerai et que Alors j'ai demandé, il y avait quelqu'un qui avait déjà joué, est-ce que tu veux pas prendre la moitié de la table? Il n'a pas voulu, donc en fait je me suis retrouvé avec 8. Mais l'exercice était intéressant et le système est suffisamment agile pour pouvoir le faire. En gros, on a dû faire 3 G, hein. On est d'accord, hein, parce que de toute façon, j'allais pas faire des G. Mais c'était une belle expérience, je me rappellerai toute ma vie avec... parce que c'est quand même bien et surtout ça a bien montré que le système il permet de gérer ce type d'événement avec des scénarios qui malgré le nombre tu peux rentrer dans l'ambiance. J'ai dû faire que 4 scènes hein, sur tout le scénario, j'ai raccourci et c'est pas mal. Voilà, histoire vécue de MJ et moi peut-être en guise de pré-conclusion sur un petit wrap-up, comment ça s'appelle en français, une synthèse de ce qu'on a dit. Euh, je pense qu'on est assez d'accord tous les deux sur le fait que l'univers, les années 20, le dépaysement, les événements qui peuvent se passer, ça amène une richesse au jeu, mêlée au fantastique. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que le système ou les systèmes Cthulhu, Appel de Cthulhu, Cthulhuac, tu l'as dit, hein, il faut privilégier la narration au jet de dés. Et je pense que c'est une bonne approche. En tout cas, on partage l'approche light du système de simulation. Et puis une pléthore pardon, de scénarios, de campagnes qui font que si vous pouvez jouer toute votre vie, je pense, le reste de Mmh, votre vie à clairement. l'appel de Cthulhu, si vous avez envie, c'est pas obligé. Et donc, un gros point à travailler si vous voulez en avoir
toute la substantifique moelle, c'est comment on travaille finalement le rythme, les sens, les sentiments, pour finalement donner de l'émotion autour de la table, que c'est plutôt dans cette émotion que le jeu de rôle va s'exprimer, plus que dans les combats qui sont extrêmement mortels et qui sont pas forcément le majeur de ce type de jeu. En ressources, alors moi je vais vous mettre quand même pas mal de ressources en commentaire. Donc je vais les citer rapidement. Il y a un site français qui s'appelle TOC. Je vous mettrai le lien. Il y a vraiment pas mal de contenu sur ça. Je peux vous conseiller aussi, il y a Mathieu de Rollis TV qui a fait pas mal à la fois de tutos. Il a fait quelque chose sur les masques de Nyarlathotep d'ailleurs, où il conseille pour chaque livret une façon d'approcher. Donc je vous mettrai le lien. Vous pouvez trouver surtout un actual play, donc une partie enregistrée d'un certain DM Nico sur les masques oui. de Nyarlathotep. Vous verrez, c'est des petits épisodes, hein. Enfin, tu vas monter ça pour que ça soit des épisodes digestes, et donc avec sur un classique de l'appel de Cthulhu. Des actual play, il y en a pas mal, même sur la chaîne Time to Roll. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour vous mettre, il y a différentes ambiances. Dans les années 20, vous en trouverez pléthore et pléthore. Et il y a aussi, là, en termes de ressources, si vous êtes en présentiel, je peux que vous conseiller la version, la V7, quelle que soit finalement l'édition de la V7. Cthulhuac, qui est assez simple, où on peut trouver, il y a des belles campagnes. Et si vous êtes en distanciel, je vais faire la pub pour Roll20, parce que le système Roll20, l'appel de Cthulhu est plutôt bien rodé. Let's Roll aussi, vous avez les feuilles de personnages. Et bien sûr, parce que je sais que Nico et moi, on est sur Foundry, il y a le système Call of Cthulhu, qui fonctionne extrêmement bien et sur lequel il y a plein de compendiums et de contenus que vous pouvez utiliser facilement. Donc voilà quelques ressources additionnelles. Si Nico, tu en vois d'autres, je les mettrai en commentaire si tu veux, ou tu peux en Alors, parler. oui, alors moi ce que je vois, c'est que l'appel de Cthulhu étant un jeu d'enquête, il y a un des grands pans du jeu de rôle qu'on aime beaucoup qui sont les aides de jeu. On adore les aides de jeu dans le jeu de rôle, mais alors là, dans l'appel de Cthulhu, vous allez être servi parce que comme c'est un jeu d'enquête, encore une fois, ça va aller de l'article de journal à la lettre ensanglantée en passant par le faux grimoire, le télégramme, enfin tout le panel de ce qu'on peut avoir dans un jeu d'enquête. Et il y a, au-delà du contenu, dans les scénarios, qui est déjà chouette, hein, surtout aujourd'hui, on a quand même des aides de jeu qui sont toutes super bien maquettées, qu'on peut donner à ses joueurs, ou qu'on peut montrer à ses joueurs si on joue en ligne. Je pense notamment aux 12 singes qui font ça très bien, mais dans tous les scénarios de l'appel de Cthulhu de Chaosium, c'est la même chose. Mais il y a aussi, HP Lovecraft Society, alors bon, ce n'est pas ouvert à toutes les bourses, hein, parce que c'est une société américaine, mais c'est une société qui est spécialisée dans les aides de jeu, de l'appel de Cthulhu et qui va être capable de faire, des journaux, réels de l'époque, de vous faire, des paquets de cigarettes avec des indices à l'intérieur, enfin tout ce qui fait que tout d'un coup on crève le mur, pour, rentrer dans une espèce de réalisme, si vous êtes autour de la table. Moi, je suis hyper frustré parce que comme je joue en distanciel, mais que j'ai toutes les aides de jeu en réel, et ben, je les garde pour moi, donc j'en fais de la déco chez moi, je peux pas la donner à mes joueurs. Donc c'est hyper frustrant, mais si vous jouez autour de la table et que vous avez les moyens de le faire, je vous conseille vraiment d'aller voir aussi du côté de HP Lovecraft Society, qui fait des super aides de jeu. Voilà. Et bah cool, je mettrai le lien aussi en commentaire. Et bah les amis rôlistes, ce fut un bon moment pour moi. Merci Nico, parce que j'ai noté pas mal de trucs. Merci à toi. Et jouez beaucoup, jouez souvent, jouez toujours à l'appel de Cthulhu ou à d'autres jeux surtout.